direction de leur dortoir, accompagnés des chiens et des chats adoptés. Mais si la majorité des chiens s'arrêtent près de l'espace où les babouins vont dormir, les chats, eux, vont y passer la nuit. Comme pour les babouins, la falaise leur offre une protection contre les prédateurs. Aujourd'hui, je retrouve la petite chienne marron qui a été kidnappée il y a quelques jours. Elle est au milieu d'une famille de babouins. Le mâle dominant fait preuve d'autorité envers elle. C'est un comportement étonnant. J'ai l'impression qu'il lui enseigne les codes de la société babouine. Cet apprentissage n'est-il pas le signe d'un début d'adoption, donc d'intégration de ce chiot dans une famille de babouins? On peut se demander s'il n'y a pas une stratégie d'accommodement du chien à la société de babouins par les babouins, c'est-à-dire que si ce kidnapping ne peut pas être mobilisé également pour babouiniser le chien et en faire par la suite un protecteur, pas nécessairement un protecteur des babouins, mais au moins un protecteur de la société mixte babouin-chien. De la ville de Taïf, j'ai découvert une société mixte, une communauté interespèces composée de babouins, de chiens et de chats. Est-ce là un cas unique en Arabie Saoudite? Ahmed Boug m'assure que non. Et il me propose de me faire découvrir un cas similaire à 400 km d'ici, tout près de la frontière avec le Yémen. Les conditions climatiques à An-Namas n'ont rien à voir avec celles de Taïf. Nous sommes en montagne, et même sous cette latitude, il fait froid. Mais la rigueur du climat ne semble rien changer. À peine arrivé, je constate qu'ici aussi, aux portes de la ville, babouins, chiens et chats cohabitent et se nourrissent ensemble. Je retrouve exactement les mêmes comportements que j'ai observés à Taïf. Cette situation semble confirmer que ce sont bien les humains qui, en nourrissant ces animaux, sont les initiateurs de ce rapprochement entre les trois espèces. Pourtant ici, à An-Namas, la situation pour les babouins est très différente de celle de Taïf. Nous sommes dans une ville de villégiature et actuellement, c'est la saison morte. Si pendant les périodes de vacances, les babouins sont très bien nourris par une foule de touristes, qu'en est-il le reste de l'année dans une ville pratiquement déserte? De quoi se nourrissent-ils? Le genévrier est pour les babouins l'une de leurs ressources principales. Ils mangent les graines, les fleurs, les feuilles et également l'écorce de l'arbre.
leaves and sometimes the bark of the tree. Si on analyse la stratégie du babouin madrias, on se rend compte qu'il garde toujours un contact avec la végétation. La situation de cette ville de villégiature montre qu'un pourcentage même minime de nourriture apportée par les humains suffit à contaminer la société des babouins et à l'ouvrir à une perspective plurispécifique dans laquelle des individus d'espèces différentes peuvent vivre plus ou moins harmonieusement à l'intérieur du groupe. Ça, c'est très intéressant à filmer. C'est le petit qui tète sa mère alors qu'il est en train de dormir. Ce que l'on peut voir ici dans ce harem, c'est que toutes les femelles ont un petit, ce qui est tout à fait caractéristique des groupes commensaux, c'est-à-dire ici en Arabie, qui profitent de la nourriture des hommes. Ils sont suralimentés, ce qui n'est pas le cas dans les groupes sauvages, où l'on ne voit pas chaque femelle avec un bébé. Fais attention parce que la caméra est en train de tourner. Oui, on voit sa glotte remuer. Que du bonheur. La survie des bébés dans les groupes commensaux est supérieure à celle des bébés dans les groupes sauvages, car la nourriture disponible reflète la quantité de lait procurée par les mères à leurs bébés. Ahmed Boug me confirme qu'en Arabie Saoudite, les chiens appartiennent pour la plupart à la race des Canaan Dogs. Cette race très ancienne, dont les origines sont situées en Palestine, est réputée, tout comme le babouin madrias, pour ses facultés à s'adapter à un milieu désertique. Ces chiens avaient la réputation pendant la période du nomadisme d'être de très bons gardiens de troupeaux. Serait-il possible que ce soit cette aptitude qui ait favorisé leur rapprochement avec les babouins? Continuerait-il naturellement à jouer ce rôle parmi les primates? En tout cas, même si aujourd'hui les chiens ne sont plus sous contrôle humain en Arabie Saoudite, une très ancienne domestication par les nomades les avait génétiquement prédisposés à se faire adopter par des babouins. Un mâle adulte vient de se saisir d'un très jeune babouin. Suis-je en train d'assister à un rapt? Non, les choses sont bien pires. Ce mâle s'apprête à tuer ce petit. L'infanticide peut survenir par exemple quand le pacha a disparu à cause d'un accident, des blessures sévères ou quelque chose comme ça. Alors, un autre mâle dominant du clan ou de la bande va vouloir s'approprier cette femelle. Et s'il a déjà un petit, il va le tuer pour rendre la femelle réceptive rapidement à la procréation. Il sera ainsi certain de créer sa propre descendance. Les chiens protégeant la zone de l'arrivée d'éventuels prédateurs tels que loups, léopards ou hyènes, les babouins profitent à loisir de leur société de confort. Petits et grands s'en donnent à cœur joie dans le parc de jeux déserté une bonne partie de l'année par les enfants.